Bonjour chers collègues, merci au comité scientifique de m'avoir invité pour parler des mécanismes de la douleur et des traitements, puisque le comité scientifique donc, a réussi à faire ce que n'a pas réussi à faire ma cadre de santé et les infirmières dans le service depuis 10 ans, à me faire parler des mécanismes de la douleur. Donc merci beaucoup. Pour commencer, combien d'années séparent ces deux espèces animales ? 500 millions, moi je trouve ça très peu. Mais surtout, elles ont quelque chose en commun, c'est ça. On trouve dans ces deux espèces des molécules qui sont opioïdes et des récepteurs aux opioïdes. Alors, de là à dire que la moule à mal, probablement que j'en connais en tout cas dans l'Assemblée, qui pensent que manger une huître, ça fait mal. Mais en fait, au départ de l'évolution des espèces, si on trouve ces molécules très tôt, c'est qu'elles ont une importance fondamentale, c'est qu'elles ont une place importante dans la réponse de stress. Et quand il y a un stress, il y a des hormones de stress, il y a des hormones de régulation du stress, comme le cortisol. Eh bien, il y a une sécrétion d'opioïdes endogènes. Et il y a une action, y compris sur les cellules de l'immunité. Bien sûr, nous, on va s'intéresser à la douleur. Mais il y a un lien, en fait, dans l'évolution des espèces, peut-être très tôt, entre la réponse de stress et la douleur. Et on sait que quand on a mal, il vaut mieux en être informé, il vaut mieux que le cerveau en soit informé, parce que s'il n'en était pas informé, on mettrait en danger le corps. C'est ce qui arrive chez les patients qui naissent avec un déficit de sensibilité douloureuse, et donc la douleur est une alarme, et voici les voies ascendantes de la douleur. Alors bien sûr, les mécanismes de la douleur, c'est un peu plus compliqué. Il y a des fibres qui sont rapides, de suite elles vont localiser l'influx, le stimulus douloureux. Il y a des fibres qui sont plus lentes, ça va être la douleur sourde un petit peu après. Il faut savoir qu'avant d'arriver au cerveau, il y a un blocage, en tout cas il y a une modulation qui se fait au niveau de la moelle épinière. Et à ce niveau-là, il peut y avoir des mécanismes de ce qu'on appelle de contrôle de la porte d'entrée. C'est quand vous avez mal à une main et que vous mordez l'autre main, vous faites un contrôle déjà de l'influx nerveux. Puis ensuite, bon, au niveau anatomique, peu importe, il y a une décussation de certaines fibres, etc. Mais la douleur va être imprimée au niveau du cerveau à différents niveaux. Le cerveau va pouvoir localiser là où ça fait mal, et il va y avoir une réaction affective et comportementale au niveau de la douleur. Alors, où sont situés les récepteurs opioïdes là-dedans ? Partout. Même au niveau des globules blancs. Et donc finalement, avant, vous savez, on parlait d'analgésiques centraux. Les morphiniques, c'est des analgésiques centraux par rapport aux analgésiques périphériques. On ne peut plus parler d'analgésie centrale ou périphérique. Les récepteurs mus à la douleur, ils sont partout et ils vont pouvoir bloquer l'influx nerveux partout, à chaque étape. Et par contre, il y a également des voies descendantes de la douleur. Quand vous faites de la musicothérapie au niveau du cerveau, il va y avoir des voies descendantes qui vont inhiber au niveau de la moelle épinière de la porte d'entrée du signal douloureux, l'influx nerveux. Et bien c'est exactement ce que vous faites quand vous donnez du Doliprane, de l'Acupan, voire du Tramadol qui, avant d'être un opioïde, va moduler la porte d'entrée. Et vous voyez bien que finalement, le paracétamol, qui est un niveau 1, qu'on disait avant, c'est périphérique parce que c'est pas comme la morphine, ça n'agit pas en centrale. Ben non, c'est un analgésique central, le paracétamol. Ça agit dans la moelle épinière. La moelle épinière, c'est le système nerveux central. Donc plus d'analgésiques périphériques centraux, mais c'est plutôt au niveau de là où va être bloqué le signal douloureux. Revenons au récepteur mu, le voici. On peut compliquer au niveau biochimique ce qui se passe, mais en gros, lorsque le ligand morphinique, le neurotransmetteur, se fixe à son récepteur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une inhibition du neurone. Le neurone ne marche plus. Et bien ça a un impact direct sur les effets secondaires des morphiniques, parce que inhibition du neurone, pour simplifier, tous les effets secondaires, c'est une inhibition de la douleur, mais aussi de la vigilance, c'est le coma, de la ventilation, c'est l'apnée, c'est antitussif aussi d'ailleurs, diminution de la tension artérielle, notamment avec la morphine, de l'immunité, de la vidange gastrique, diminution du transit, c'est l'iléus, diminution de la vidange vésicale, c'est le globe vésical. Diminution de tout. Puis on rajoute quelques autres effets secondaires bien connus. Myosis, convulsions, nausées, prurite, bien sûr. Alors pour compliquer un peu, ça c'est ma cadre, elle veut à tout prix que j'explique ça aux IDE.
Mais moi-même, je trouve ça difficile. Et je ne m'en sers pas en pratique. C'est les différents récepteurs aux opioïdes. Et puis, il y a l'histoire des agonistes purs, les agonistes partiels, les agonistes antagonistes, les antagonistes purs. Il y a des problèmes de définition. Au fil des ans, les gens ne sont pas forcément d'accord. Et puis, de toute façon, il y en a certains qu'on n'utilise plus. Donc, il faut être simple. Le récepteur principal, c'est le mu. On n'utilise maintenant que des agonistes purs. Il y en a qui ont une affinité au récepteur, une puissance plutôt faible, on parle de morphinique faible. Et d'autres, c'est une affinité forte, on parle de morphinique fort. Donc si vous donnez de la codéine à une douleur extrêmement sévère, ça va moins bien marcher que si vous donnez de la morphine. Et par contre, si vous augmentez la dose de la codéine, du tramadol, vous pouvez aller aussi jusqu'à l'overdose, mais ça sera plus lentement qu'avec des morphiniques forts. Puis il faut connaître aussi l'antagoniste. C'est l'analoxone, le Narcan, pour réverser les effets secondaires. Alors il y a un scoop, donc Midi Libre, c'est le journal de ma région, moi je viens de Montpellier. Les morphiniques, c'est une arme à double tranchant. C'est un super médicament pour traiter la douleur, mais le problème c'est que quand vous donnez un morphinique, il va amplifier la réponse, le signal douloureux lors d'une prochaine stimulation douloureuse. On parlera d'hyperalgésie secondaire. Et ça, c'est intéressant, ça se passe au niveau de la moelle épinière notamment. Et il y a des médicaments comme la kétamine, comme l'acupan, voire comme le tramadol, qui pourraient inhiber cet effet hyperalgésiant des opioïdes. Donc les opioïdes, c'est super pour traiter la douleur nociceptive, mais ça va être associé à une hyperalgésie. C'est le deuxième effet pas terrible, qu'on pourrait juguler avec d'autres médicaments, kétamine, néfopan. Et puis, comme Agnès l'a dit, comme vous l'avez souligné, on fait des soins douloureux fréquents, les bronchoaspirations, les turnings répétés, qui font mal, plus ou moins les turnings, mais enfin il y en a quand même qui font mal, et c'est répété. Et au bout de plusieurs jours, il peut y avoir une sensibilisation centrale au niveau médulaire, et ça c'est le lit de la chronicisation de la douleur, avec des patients qui vont exprimer de plus en plus de douleur en réanimation et après la réanimation. Pour évaluer la douleur neuropathique, comme pour la douleur nociceptive, vous avez vu, on est simple en réanimation, hein, c'est des échelles comportementales simples, c'est des échelles numériques simples. Les questionnaires à 50 000 questions, c'est difficile, mais par contre, si le patient se plaint d'une douleur diffuse de tout le corps, on peut demander si c'est des brûlures, s'il y a des fourmillements, ça peut évoquer une douleur neuropathique. Et en termes de douleur neuropathique, ce qui est publié en réanimation, c'est le Guillain-Barré, mais on pourrait l'utiliser aussi pour les autres patients qui ont des douleurs neuropathiques, liées justement à des gestes répétés, peut-être aussi au sepsis, qui pourrait induire aussi des douleurs de type neuropathique en baissant le seuil douloureux, en entraînant une hyperalgésie. Et bien pour le Guillain-Barré en tout cas, et pour peut-être ces autres patients, ou les patients qui ont des neuromyopathies acquises en réanimation et qui récupèrent tranquillement, eh bien, il y a des traitements anti-épileptiques qui ont montré leur efficacité pour diminuer l'intensité de douleur et puis pour diminuer également la quantité d'opioïdes qu'on donne, avec une diminution drastique des opioïdes lorsqu'on donne des anti-épileptiques indiqués dans ces douleurs neuropathiques. Voilà, alors, maintenant, on va parler de pharmacocinétique. Ça devient de plus en plus compliqué. Retenez juste ça, ces deux mots-clés. Morphine, insuffisant rénal, grave. Bon, vous êtes en réanimation. Rien ne peut arriver de grave aux patients. Mais le problème, c'est que nous, on les récupère des étages. Et alors, regardez, ça c'est un patient en post-op. Il reçoit un bolus de morphine et une PCA morphine. Il a plus mal, on arrête la morphine. Tout va bien. Sauf que le lendemain, il arrive en réanimation pour coma, parce que l'overdose à la morphine chez insuffisant rénal, elle est retardée. La morphine est métabolisée en métabolite dit actif, qui passe lentement dans le cerveau et qui s'élimine lentement sur une insuffisance rénale. On est obligé de dialyser le patient et d'attendre un peu qu'il élimine tout ça. Donc attention à la morphine. On est toujours obligé de cultiver du pavot, et oui, de manière légale pour fabriquer de la morphine. C'est un médicament naturel. Heureusement, la chimie a fabriqué elle-même des composés dits morphiniques de synthèse, et eux, ils ont l'intérêt de ne pas avoir de métabolite actif, et donc la diapo précédente, vous l'aurez peu ou pas en réanimation avec les morphiniques de synthèse. Les voici.
Alors, ils sont plus puissants que la morphine. Le sulfentanyl, c'est le morphinique le plus puissant au monde, 1000 fois plus puissant que la morphine. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que le pic et la durée d'action sont différents. Alors, on parlera peu du rémifentanyl qui est particulier, il est très intéressant. En cas d'insuffisance rénale, hépatique, ce que vous voulez, il va s'éliminer rapidement par des enzymes plasmatiques, donc il est indépendamment du foie et du rein. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les différents morphiniques, ils ont des pics et des durées d'action différentes. Alors, on a parlé du Méopa, qui est vraiment très indiqué aux urgences et puis dans les services de médecine. Mais en réanimation, vous avez un encadrement différent et un contexte différent. On a le problème en réanimation, vous savez, du délirium. On fait tout pour protéger les patients d'éventuelles hallucinations. Et le Méopa, protoxyde d'azote, on aime moyen, mais il faudrait peut-être mener une étude parce que nous, ce qu'on a à côté, souvent, c'est plutôt des morphiniques. Et morphiniques, ça peut aussi dévarier. Mais ce qui est intéressant avec l'alfentanyl, avant de tourner votre patient de le broncho-aspiré, vous faites un petit peu d'alfentanyl, c'est ce qu'on appelle le Rapifène, le nom commercial. Pic d'action 1 minute. Si le patient il a mal, vous refaites une injection 1 minute après, c'est le pic d'action, et puis ça s'élimine rapidement. Par contre, si vous avez un protocole de sédation analgésie avec du sulfentanyl, le pic d'action, c'est 7 minutes. C'est-à-dire que si vous faites votre bolus de sulfenta et vous broncho-aspirez le patient 1 minute après, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et là, la pharmacocinétique, elle devient la pharmacocinétique clinique. Il faut faire très attention aux soins, aux techniques de soins. Voici une voie centrale, et regardez ce qui se passe. Il y a un robinet qui est proche du patient, parce qu'on va injecter le sulfentanyl ici pour gagner du temps. Si on attend 7 minutes que le petit millilitre ou les 2 millilitres ils fassent toutes les rampes pour arriver chez le patient, il faudra ensuite attendre 7 minutes pour qu'il arrive au cerveau, en pic d'action, donc ça fait beaucoup. Et on peut raccourcir le temps, c'est de la pharmacocinétique, pratico-pratique, d'où l'importance de techniques de soins vraiment robustes. Alors, comment traiter la douleur en pratique? Donc, ce qui incite à traiter la douleur, c'est les effets secondaires de la douleur, la réponse de stress, passion polyclinique, tachycarde, etc. Et puis, ce qui incite à être plus méfiant, ça va être les effets secondaires, comme la dépression ventilatoire, et c'est très physiologique. Le patient, il a mal en post-opératoire, il désature, il est polypnéique. Je titre, je traite la douleur. Il a plus mal, il est moins polypnéique, il resature parce qu'il consomme moins d'oxygène. Mais si je mets trop de morphine, ça sera l'opposé, ça sera le versant extrême de l'autre côté, il respirera plus. Certes, et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours se poser la question, on parle de la douleur parce que c'est un prototype, mais à force de vouloir abolir la douleur, on crée des effets secondaires qui sont pires que la douleur parfois. Et le patient préfère peut-être avoir une douleur modérée de certains patients, plutôt que des nausées, du prurite. Et lorsque, notamment, on a des effets secondaires comme un iléus, il faut se poser la question et discuter peut-être avec le patient. Le contexte clinique est très important. Et un patient qui a un iléus, on évitera les morphiniques et les antispasmodiques. On traitera plutôt avec des molécules type néfopan, paracétamol, une vessie glacée. Le contexte clinique va indiquer le type de médicament qu'on veut utiliser. Alors, est-ce qu'on utilise les niveaux 1, 2, 3 comme pour la douleur cancéreuse? Alors, c'est quoi les niveaux 1? C'est les non-morphiniques, c'est les antalgiques non-morphiniques. Les anti-inflammatoires, drogue miraculeuse pour la douleur traumatique, pour la colique néphrétique, etc. Mais en réanimation, les effets secondaires retentissent avec un certain nombre de problèmes que rencontrent les patients de réanimation. Ça fait des ulcères, ça fait saigner, ça peut être immunosuppresseur, ça entraîne une insuffisance rénale. Donc attention aux patients de réanimation, c'est rare qu'on utilise les AINS en réa, sauf dans des cas particuliers. Le paracétamol, alors là par contre c'est utilisé par une majorité de services dans cette enquête où probablement vos services ont participé. Eh bien, à la question de certains de vos collègues, le paracétamol fait chuter la tension, c'est vrai. Sur cette étude où ils ont fait des milliers d'observations, ils ont montré que, c'était les Clermontois, 1% des perfusions de paracétamol est associé à une hypotension en réanimation avec un facteur de risque qui pourrait être le sepsis. Attention si le patient est hyperthermique, notamment, il faut le savoir, et peut-être le perfuser un peu plus lentement, mais en tout cas, ça arrive de temps en temps, et c'est vrai, il y a un problème en fait, de vasomotricité périphérique. Attention au foie aussi. Dans cette étude bien connue, ils ont donné du paracétamol pendant 2 semaines à des volontaires sains. Ils ont fait des prises de sang tous les 2 jours. Vous avez vu les pics de cytolyse? Vous imaginez chez le patient de réanimation, attention donc aussi au foie et donc au paracétamol systématique. Le néfopan, c'est l'acupan. Alors lui, c'est un niveau 1, mais il est super efficace pour traiter les douleurs modérées.
On dit que normalement, douleur légère à modérée, c'est niveau 1. Douleur modérée, c'est un antalgique de palier 2. Et douleur sévère, c'est un antalgique de palier 3 d'emblée. Là, vous voyez que pour des douleurs modérées sur le VN, en 30 minutes, dès la fin de la perfusion, on a une efficacité et ensuite on a un effet post-perfusion avec des perfusions lentes pour éviter les effets secondaires type de flush. Pareil pour l'échelle BPS où il y a une diminution de l'échelle chez les patients non communicants. Donc le néfopan, très intéressant, c'est un niveau 1 parce que ce n'est pas un morphinique. Ça, c'est un palier 1 parce que ce n'est pas un morphinique, mais il est efficace au moins comme un palier 2. Par contre, il est tachycardisant, donc attention chez le patient coronarien. Et puis aussi, il y a un certain nombre de cas cliniques qui ont montré qu'il avait des effets secondaires type anticholinergique. Donc attention notamment en termes de confusion mentale. Et si vous avez un patient sous occupant à la seringue électrique pendant 2 jours, après 2 jours, il faut se poser la question parce que s'il a d'autres facteurs de risque de confusion mentale, il peut devenir confus. Les paliers 2, ce sont les morphiniques faibles. Le tramadol, il n'y a plus dextropropoxyphène n'est plus commercialisé, mais le tramadol, vous avez un cas clinique similaire à la morphine, c'est pareil, il peut y avoir de véritables overdoses de tramadol chez certains patients insuffisants rénaux. Et puis il faut savoir quelque chose, c'est que le tramadol, c'est une prodrogue qui est métabolisée dans quelque chose de plus actif. Il y a 10% de la population qui le métabolise de manière lentement et ça marchera moins bien. Et c'est peut-être les patients qui auront tous les effets secondaires que vous connaissez bien, nausées, vomissements, mais que nous on rencontre peu finalement en réanimation. Et puis il y en a 10% de la population qui le métabolise de manière rapide. De suite, ça devient un opioïde puissant et ça peut être associé à plus de dépression respiratoire. C'est ce qui explique que le tramadol, il y a une variabilité interindividuelle. Les niveaux 3, palier 3, morphinique fort, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Eh bien, peut-être un concept périopératoire qui est l'analgésie multimodale, c'est-à-dire qu'on rajoute du 1, du 2 au 3 pour diminuer la quantité de posologie du palier 3, diminuer les effets secondaires du palier 3, et quand on met un peu de tout, on est synergique sur la douleur avec peut-être un peu moins d'effets secondaires de chacun. Une seule étude, qui est une étude post-hoc de l'étude de lauréat qu'on vous avait montrée. 40% des patients intubés ventilés recevaient un non morphinique, soit du paracétamol, soit de l'acupan. Et ceux qui recevaient un non morphinique, ils étaient moins sédatés et sédatés moins profondément. C'est une photographie, mais qui ouvre peut-être la voie à une réflexion lorsqu'on a un patient sous morphinique, d'utiliser systématiquement, dans un esprit d'analgésie multimodale périopératoire, des paliers 1-2 pour diminuer le palier 3. L'analgésie contrôlée par le patient, ça c'est pour Agnès et Mathieu, qui n'écoutent pas. La PCA marche des urgences au post-opératoire et en réanimation. La PCA marche toujours, ça c'est une diapo faite aux urgences. Ça marche même aux urgences. Donc ça doit marcher aussi en réanimation, parce que les urgences c'est quand même plus dur qu'en réanimation. Et puis les traitements non médicamenteux, ça c'est le topo suivant. Alors, impact de la prise en charge de la douleur, il y a un véritable impact. Si on fait bien les choses en termes d'évaluation de la douleur, c'était le topo d'Agnès, et de traitement raisonné, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas supprimer toute douleur, mais bien réfléchir en termes de bénéfice-risque. On diminue l'incidence, l'intensité de la douleur, on augmente la satisfaction des IDE, et on diminue la durée de sédation, de ventilation et des infections nosocomiales. Donc il y a une véritable challenge qualité-amélioration des soins. Les protocoles de sédation basés sur une prise en charge première de la douleur, dépistée ici par échelle BPS, permet de diminuer la quantité de sédatifs et les effets secondaires associés aux sédatifs, toujours avec une réflexion raisonnée en termes de quel antalgique pour quelle situation, quel antalgique à ne pas donner selon telle situation. Et une fois qu'on a traité la douleur, il faut aussi arrêter les médicaments pour éviter les effets secondaires. Donc en conclusion, je pense que le fondamental, et comme l'a dit Agnès, quand on dit le turning, le nursing, c'est des soins banaux, qui sont douloureux. Ce n'est pas pour stigmatiser l'équipe IDE. On travaille ensemble, il y a des médecins des IDE, et on a montré par A plus B dans nos travaux que s'il n'y a pas une entente parfaite entre les deux, on ne progresse pas. Et c'est vraiment pour rendre hommage à l'équipe soignante, c'est que plutôt que d'avoir des super protocoles médicamenteux, il faut avoir une super équipe soignante qui installe bien les patients, qui prend le temps de parler aux patients, d'avoir vraiment des soins de très haute qualité. Et ça, c'est la base. Puis bien sûr, comme tout est poison, rien n'est poison, seule la dose est un poison. C'est Paracels, un collègue qui traitait au XVIIe siècle la syphilis par du mercure, je crois. Donc il ne fallait pas se tromper dans le dosage.
Eh bien, en réanimation, on a des patients fragiles, il ne faut pas se tromper non plus, il faut titrer tranquillement. Et parce que tout ce qu'on n'a pas injecté, ben, c'est autant de médicaments qu'on n'a pas injecté. Tout ce qu'on a injecté, on ne peut plus le reprendre. C'est pas vrai, parce qu'on peut utiliser Naloxone. Mais... Et enfin, tout ça, c'est basé sur vraiment une prise en charge bien rationalisée, documentée, avec les outils qui sont imparfaits, hein, mais qui sont les plus adaptés au jour d'aujourd'hui, en ce début de 21e siècle. Donc on fera mieux après. Et puis dès qu'on a soulagé la douleur, il faut réfléchir à arrêter les médicaments. Comme tous les jours en réanimation, il faut réfléchir à enlever la sonde gastrique devenue inutile, arrêter les médicaments, le respirateur, etc., éviter la iatrogénie. Ça, c'est pour mon équipe IDE, que je remercie, qui est représentée par Sylvie Delatte, qui manage le groupe de travail IDE pour les médecins du service. Bref, merci à cette équipe fabuleuse et merci à vous pour votre attention.